Merci d'être aussi nombreux. Il fait très beau dehors, vous êtes tous là pour la cause de la biodiversité au sens large. Je vous remercie. Je remercie tout particulièrement nos intervenants aussi qui ont pris sur leur temps libre pour être avec nous. Je ne vais pas faire de discours protocolaire. Je veux simplement vous saluer en mon nom, au nom de l'équipe, au nom de l'association du parc et dont certains membres sont présents et dont Jean Gross, qui est notre président, qui nous accompagne. On est dans le cadre de la semaine de la biodiversité. On avait eu l'occasion l'année dernière de faire un événement majeur pour la première édition. On a voulu être présent cette année aussi, donc par ce week-end du lynx. On sera représent l'année prochaine avec le parc et l'association du parc. On est vraiment ravis d'être là. C'est quelque chose de très important. Le parc a été créé, comme vous le savez, il y a plus de 40 ans. C'est une idée qui reposait vraiment sur l'éducation, la sensibilisation à l'environnement. Et rien de tel que des journées comme aujourd'hui, où on rencontre des spécialistes, des passionnés. Et un de nos objectifs ensuite, c'est de faire de la vulgarisation scientifique auprès de tous nos publics, les jeunes, les plus grands. Les enjeux sont majeurs. On a encore la chance à Sainte-Croix d'accueillir plus de 40 000 scolaires par an. Donc on va pouvoir leur transmettre, chacun avec des discours, des langages différents, tout ce qui va pouvoir se dire aujourd'hui. Sainte-Croix, on a pu évoluer aussi à travers les années. C'est des sujets, on a pu notamment développer tout ce qui est nos programmes de conservation, qui sont essentiels. Hein, c'est bien d'éduquer, c'est bien aussi de partager, de préserver. Donc tous ces programmes de conservation sont essentiels. On a pu créer en 2016 un fonds de dotation qui est un outil qui nous permet de collecter des fonds d'entreprises mécènes, les fonds du parc, les fonds des ambassadeurs. Il y a peut-être certains ambassadeurs qui sont ici, qui soutiennent le fonds. Et ça nous permet de passer des conventions avec des partenaires, des associations qui travaillent sur le terrain. Et notamment ce week-end, on va pouvoir signer une convention avec l'Observatoire des carnivores sauvages, qui va aller sur le terrain et qui est sur le terrain au quotidien. On va pouvoir suivre leurs actions, poursuivre le lynx et toute leur politique aussi d'éducation. Donc je ne vais pas vous monopoliser plus de temps. Merci d'être là et je vais passer la parole aux équipes. Et je crois que c'est Patrice qui prend la suite ou c'est Anthony. Voilà, Anthony, notre directeur zoologique, qui est une cheville ouvrière avec les équipes de l'organisation de cette journée, et qui est aux manettes aussi sur tous les programmes de conservation au parc. À toi, Anthony. Merci Laurent. Merci à tous d'être présents. On est super contents parce que c'est vrai qu'on se dit organiser un super week-end comme ça, eh bien cet événement, on s'est dit est-ce qu'il y aura autant de monde que ça? Vous êtes là, donc merci. Je ne vais pas la faire longue. Patrice Costa va avec talent comme d'habitude, animé cet après-midi autour du lynx. Pour ceux qui ne connaissent pas Patrice Costa, grand reporter, ornithologue, il sillonne sa bosse, comme il dit, un petit peu aux quatre coins du monde et de l'Europe, et il travaille beaucoup sur la conservation des milieux, des espèces, et je dirais que sur le Grand Est de la France, il a mis sa patte un petit peu partout, ce qui permet qu'on a de plus en plus, en tout cas, d'intérêt sur cette biodiversité. Donc merci pour tout le travail que tu fais, Patrice, et on est très heureux que tu aies accepté effectivement de animer cet après-midi. Donc je vais te passer le micro et Patrice va présenter ce qui va suivre. Et je remercie aussi chacun de nos intervenants, bien entendu, on aura l'occasion de remercier tout au long de cet après-midi. Et puis bien entendu l'équipe de Clément, l'équipe de Nathalie, l'équipe Charlène aussi qui s'est beaucoup mobilisée pour ce projet, et Simon qui a sué des longues gouttes pour pouvoir finaliser tout ça, et Marco qui met tout ça en ligne. Donc voilà, merci à tous. Merci Laurent, merci Anthony. Bonjour. Écoutez, c'est très sympa. Je suis vraiment ravi d'être là. Déjà pour deux choses. La première, c'est qu'il me semble qu'il y a quelques jours, il y a eu un heureux événement au parc. Un mec qui s'appelle Freya, je crois. Trois petits. Hein, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est quand même une belle note d'espoir. Ensuite, il me semble que dans quelques jours, je crois que c'est le 11 juin, c'est la journée internationale du lynx. Internationale du lynx. Internationale du lynx. Donc ça veut dire que c'est une espèce
passe pas inaperçu, comme on dit. Hein. Voilà. Alors écoutez, je suis très ravi de cet après-midi. Comme l'a dit Laurent, on va refaire les entretiens de la biodiversité l'année prochaine. Donc, vous voyez, il y a un suivi de tous ces messages qui sont passés par des scientifiques, par des intervenants pendant ces journées. Et ça, c'est très important pour le parc. Et je suis ravi d'ailleurs que ça soit pérennisé. Et donc cet après-midi, voilà comment ça va se passer. Vous allez d'abord avoir 5 interventions, grosso modo d'une vingtaine de minutes. Donc je vais vous présenter après les intervenants. Une vingtaine de minutes, et je vous laisserai quelques minutes, allez on va dire 5 minutes, pour poser une ou deux questions à l'intervenant sur ce qu'il a développé auparavant. D'accord? Parce que le gros morceau, si vous voulez, sera la table ronde qui suivra après, où là il y aura des chaises, et là on pourra communiquer entre nous, ok, avec tous ces intervenants-là. Mais laissez-les faire quand même leur exposé, même si c'est pas très long, 20 minutes. Enfin, vous savez, 20 minutes, il faut le tenir quand même. Et puis, il ne faut pas allonger, comme on dit. Et je serai là pour ça. Voilà. Et puis, donc, il y aura cette table ronde, et ensuite, je crois que ça se termine par un film ce soir, un très beau film d'ailleurs. Voilà, je crois que vous avez là une très belle journée sur le lynx, cet animal solitaire, furtif, mystérieux, ce que j'appelle, moi, j'ai écrit dans un de mes derniers bouquins, je crois, L'ombre de la forêt. C'est un animal fantastique, c'est un animal mythique, c'est vraiment l'animal type du sauvage du territoire des autres. Voilà. Alors, les intervenants, allons-y. Je vais vous les présenter dans l'ordre. Commence Alain Laurent. Alors, Alain Laurent, je le connais bien. Il est président d'une association qu'il a créée, qui s'appelle l'Observatoire des carnivores sauvages. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Il travaille énormément sur tout le Grand Est, mais aussi plus particulièrement sur le massif des Vosges. Et lui, il va vous présenter un petit peu la situation chez nous, en Lorraine. Ok? Hein, naturaliste, spécialiste, aucun problème. Bon. Ensuite, je passerai la parole au personnage qui se trouve là, il s'appelle Claude Kurtz. Il était déjà présent aux entretiens de la biodive quand on avait fait la table ronde sur les grands prédateurs. Donc lui, il est président d'une association qu'il a créée il y a très très longtemps. D'abord axé sur le faucon pèlerin, ensuite il a rajouté le lynx. Donc ça s'appelle SOS Faucon Pèlerin. Voilà, c'est dans les Vosges du Nord, vous savez, c'est perdu là-haut, côté de Pitch, il habite les gueules ça. C'est déjà quasiment allemand. Hein. Donc lui, il va vous présenter, la genèse de la réintroduction du lynx dans le Rheinpfalz, dans le Palatinat, hein, puisqu'il est quand même à côté. En plus, ça, il a participé à tout ce truc-là. Enfin, il va vous raconter ça très bien. Ensuite, après, Claude, Christelle Scheil, qui elle est une éthologue, une spécialiste aussi de cet animal, de ce carnivore, et elle va justement vous présenter ce fameux programme Lux Rheinpfalz, donc qui a été développé par nos amis allemands. Ensuite, Sandrine est ici, qui est chargée de mission au Parc naturel des Vosges du Nord, qui, elle, va nous présenter le PRA. Le PRA, c'est-à-dire le plan régional d'action pour le lynx chez nous en Lorraine, et elle pourra peut-être aussi développer un petit peu ce qui se passe avec le programme national d'action lynx, qui vient d'être signé, qui est opérationnel depuis 2 mois, je crois. C'est bien ça. Voilà. Et enfin, je donnerai la parole à mon ami Anthony Colère. En plus, je ne vous le présente pas, de toute façon, il s'est déjà présenté. Directeur du parc ici, etc., etc. Et aussi membre éminent, je crois que tu es vice-président. Plus maintenant, il n'est plus vice-président. De Ferus, qui est une grosse association de protection et de défense des carnivores sauvages, en France, notamment l'ours, hein, vous savez, toute la polémique qu'il y a là-bas. Moi, j'ai enquêté là-bas pendant pas mal de fois, et Dieu sait que c'est très chaud, c'est toujours d'ailleurs très chaud. Le loup, évidemment, hein, et le lynx. Bon, voilà. Donc lui, Anthony, nous fera un petit topo sur la situation du lynx en France, de manière un peu globale, hein, essentiellement sur le Jura et puis les Préalpes, et puis un peu les Vosges. Et puis, on pourra ensuite peut-être évoquer d'autres problématiques. Quand ça se sera terminé, il y aura cette table ronde. J'aurai le plaisir d'accompagner donc tous ces intervenants, et là, on aura un échange avec vous. Ok? Ça vous va? No problème, c'est parti. Alors, j'appelle Alain. Voilà le micro. Merci Patrice. Oui, il me manque un outil apparemment. Alors, attends, je passe où là? À droite. Bonjour.
Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous cet après-midi pour vous parler du lynx. Voilà, je vais me reculer parce que voilà, j'ai pas l'habitude d'être écrasé. Donc voilà, l'Observatoire des carnivores sauvages a été créé en 2015. J'ai longtemps travaillé sur cette espèce à titre professionnel. Hein, ça fait bientôt une quarantaine d'années que je m'intéresse à l'espèce, plus de 30 ans que je travaille sur le suivi de l'espèce. Et j'ai passé une bonne douzaine d'années à l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, en tant que responsable du dossier lynx sur ce qu'on appelait à l'époque le Nord-Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc le lynx boréal, le but de l'Observatoire des carnivores sauvages, c'est d'œuvrer pour la conservation de cette espèce, du loup également. On travaille également sur le chat forestier. Et donc on est un regroupement, c'est donc un observatoire qui regroupe des naturalistes, des scientifiques locaux. Et je vous propose aujourd'hui un bilan de la situation du lynx, en tout cas ces 6 dernières années de suivi du lynx dans le Grand Est, mais vous verrez avec un zoom plus... Alors, attendez voir si ça marche. Plus particulier sur le massif vosgien et le Jura. Oh, ça va trop vite. Je vais m'y faire, attendez voir. Voilà. Il y a un petit délai de latence parce que... Ah, c'est pour ça que j'ai... Ouais, c'est vrai qu'on me l'a dit tout à l'heure. Oula. Simon, au secours. Simon va arriver à la rescousse. Voilà. Voilà. Une seule fois, ouais, pas trop vite. Ouais. Ok, et je te vise. Okay. Ah mais là t'as remis au début. Moi j'ai rien touché. Hein. On va y arriver. C'est moi qui essuie les plâtres en fait. Ça arrive, ça arrive. C'est moi qui presse là? Qui appuie? Non. Voilà, je voulais simplement démarrer ma présentation en remerciant également toutes les personnes qui nous aident au quotidien et tout au long de l'année pour ce suivi. Hein, donc je voulais rappeler que l'Observatoire est un observatoire totalement indépendant et bénévole, donc qui regroupe des membres bénévoles. Voilà. T'en fais pas, alors je te laisserai 3 minutes. Voilà, donc un grand merci à toutes ces personnes, à nos partenaires également. Voilà, tous ces gens qui nous soutiennent, qui nous accompagnent et qui nous permettent de travailler et de suivre ces espèces. Alors, voilà, j'ai appuyé une fois, j'attends un peu. Voilà, fantastique. Voilà, donc notre aire d'étude, je viens de l'aborder, c'est le Grand Est, c'est essentiellement un zoom sur le massif vosgien, et puis il y a un pointeur sur ton truc là. Tout en haut, ouais. J'ose plus toucher moi. D'accord. Voilà. Et le Jura alsacien, qui n'a ni plus ni moins que les 2 derniers plis, on va dire, du Jura, du nord du Jura, donc tout proche de Bâle. Donc ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de connaître les interactions avec les animaux qui viennent du Jura, qui éventuellement traversent ces zones-là, mais également une zone un peu plus vaste ici, qui est la vallée de l'Ognon, donc la plaine du Doubs et à l'ouest du Doubs et le nord Franche-Comté, pour arriver dans le massif vosgien. J'en reparlerai, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc voilà essentiellement les 2 zones principalement concernées par le suivi, mais c'est tout simplement également les massifs où vivent les lynx actuellement. Donc voilà, les données sont évaluées selon un critère qui s'appelle le critère SCALP. Donc c'est un critère qui est utilisé par tous nos collègues à l'échelle européenne pour en fait évaluer les différents indices de présence du lynx. Donc on a une première catégorie C1 qui représente des données irréfutables.
Les lynx morts évidemment, puisque du coup on les a entre les mains, toutes les photos de lynx de bonne qualité, les vidéos, toutes les images géoréférencées, et donc avec des preuves irréfutables, la génétique également. On a une autre catégorie, c'est la catégorie C2, qui représente des données confirmées, des proies, des pistes, des empreintes, hein, on cherche beaucoup d'empreintes dans la nature, des excréments, des poils. Après des analyses, on peut confirmer grâce à des excréments et des poils que ce sont bien les lynx, les auteurs. Tout ce qui est vérifiable et qui est suffisamment documenté est donc vérifié par un groupe d'experts. Une catégorie C3, on met là-dedans un peu tout ce qui représente des données non confirmées, hein, ou non vérifiables, souvent des observations directes ou même des indirectes d'ailleurs, des gens qui nous disent avoir vu un lynx mais qui ne renseignent pas suffisamment, qui n'ont pas une photo à l'appui, qui ne renseignent pas suffisamment l'observation. Voilà. Les manifestations sonores, le lynx pendant le RUP notamment au mois de mars peut s'exprimer en vocalise, donc ça c'est assez difficile aujourd'hui d'affirmer qu'on a bien entendu un lynx si on n'a pas d'enregistrement sonore à l'appui. Et puis également quelquefois des proies, des empreintes qui sont insuffisamment documentées. Donc toutes ces données vérifiées et confirmées étant les plus fiables, seules les données C1 et C2 sont utilisées pour les analyses et donc les graphiques que je vais vous présenter par la suite. C'est important de vous faire comprendre comment on travaille. Voilà. La grille qui est utilisée, donc là encore une fois pour une histoire d'uniformisation à l'échelle européenne, c'est la grille des 10 km sur 10 km de l'Agence européenne de l'environnement. Donc on travaille également sur une période de rapportage, dans ce qu'on appelle plus vulgairement, plus couramment une année lynx, durant laquelle les données sont analysées et choisies donc, en accord avec le cycle de vie du lynx. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien travailler du 1er janvier au 31 décembre. Là en l'occurrence, par définition, l'année débute le 1er mai. Donc on vient de terminer voilà, le suivi et on est en train de travailler justement sur l'analyse des données et la mise en... donc la saisie et justement tout ce qui concerne la mise en œuvre de ces données pour le bilan suivant. Et ce qui est important, c'est justement d'avoir une période qui comprend en fait qui prend en compte justement la période des naissances des jeunes et puis la période de séparation suivante, la séparation complète pour éviter des doubles comptages, on va dire, des individus. Ouais. Alors, un outil qui est beaucoup utilisé, je pense que vous tous dans la salle, vous savez ce que c'est aujourd'hui, le piégeage photographique est très utilisé un peu couramment pour beaucoup d'espèces. Et c'est vrai que c'est un outil qu'on utilise beaucoup au sein de l'observatoire, notamment pour suivre le lynx sur au cours de l'année évidemment, mais surtout sur des périodes où la neige est absente, c'est-à-dire actuellement la période estivale. Le lynx a cette particularité de posséder sur son pelage sa carte d'identité. On peut, en comparant sur le même flanc évidemment, puisque chaque flanc est différent, mais quand on compare deux photos prises à deux périodes différentes, sur le flanc droit, on peut se rendre compte, grâce à la position des taches, au type des taches, qu'on est bien en présence du même individu. Donc là, on a un peu cette facilité du coup avec cette espèce pour suivre certains individus. C'est un peu pour vous expliquer que justement, on peut être à ce moment-là très précis sur la présence et le suivi de certains individus en particulier. Voilà. Le gros travail, la période de prédilection, en tout cas en ce qui concerne l'observatoire, c'est de travailler sur la période hivernale, puisque là on a un grand livre blanc dont on tourne les pages. Hein. Quand il se remet à neiger, on a à nouveau espoir de retrouver des empreintes des animaux. Même si en été, on peut trouver dans la boue des traces comme sur la photo de droite, c'est réellement en hiver qu'on récolte le maximum d'indices. J'ai dû voter un peu trop vite, désolé. Voilà. D'autres indices de présence sont collectés. Alors ça, c'est vraiment le travail de terrain des membres de l'OCS. Hein. Donc les empreintes, mais également la collecte d'informations sur les proies sauvages en particulier. Les excréments qui peuvent faire
également l'objet d'un suivi génétique ensuite. On n'a pas de programme, on n'a pas eu jusqu'à présent de programme précis sur la génétique lynx. On a pour le moment, avec l'Institut Senckenberg, travaillé sur des tests. Le but, c'est à l'avenir, c'est justement de pouvoir prolonger cette recherche d'indices d'excréments, de poils également, et d'en faire un suivi génétique. Alors le poil chez le lynx, c'est quelque chose c'est un indice très très intéressant. Je m'en suis rendu compte il y a bientôt 30 ans parce que finalement personne s'y intéressait. Mais le lynx est une espèce qui, notamment à certaines périodes de l'année, laisse beaucoup de poils sur le terrain et c'est un atout considérable pour le suivi. Donc aujourd'hui, en tout cas au sein de l'Observatoire, on collecte beaucoup de poils et on a même des membres qui sont devenus des grands spécialistes, je dirais, de la collecte de cet indice-là. C'est pas toujours évident à voir sur le terrain, mais voilà, quand on a un peu l'œil affûté et qu'on sait ce qu'on veut chercher, ça fonctionne. Voilà un peu les différents indices qu'on peut collecter tout au long de l'année et qui sont donc analysés ensuite. Alors, pour que ça fonctionne également, on a un protocole de validation de ces indices de présence. Voilà, je vous l'expliquais tout à l'heure, on a à l'échelle européenne, et on se calque dessus, ces différents critères, mais on a également, on ne va pas faire ça à la louche et puis un peu comme bon nous semble, on a longtemps réfléchi sur ce protocole de validation pour avoir quelque chose de cohérent au sein de l'Observatoire, mais également envers nos collègues d'autres pays, voire au niveau national. Donc on a au départ une fiche d'observation, une fiche indice, voilà, selon l'observation, la personne ou le membre de l'association peut remplir les différentes cases, les cocher, joindre des photos si elles existent, des vidéos. Et chaque indice ensuite est traité un à un et on retrouve ici les différents critères qui nous permettent ensuite de saisir ces données dans la base de données et d'en sortir les graphiques et les cartes que vous verrez par la suite. Donc ça c'est très important. Voilà la validation, on retrouve ici différents niveaux de validation. Soit on a vraiment un indice qui est validé de façon certaine, on peut également valider vraisemblablement certaines données. Certaines données peuvent être possibles, d'autres incertaines et certaines totalement fausses. Voilà. Donc, pour en venir au bilan à proprement parler, sur ces 6 dernières années, 1363 données ont été recueillies. Alors, entre 2015 et 2020, alors pourquoi 2020? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a cette période à cheval, donc on vient de terminer la collecte 2021. Bon, les graphiques, voilà, grosso modo, de ce que j'ai vu rentrer dans la base de données actuellement, les graphiques seront à peu près identiques, même si on rajoute une colonne. Mais on est aujourd'hui, ici, on a 1363 données sur ces 6 années, avec les différents niveaux, différents critères, pardon, que vous retrouvez ici. Donc vous voyez que à l'OCS, on a une grande part de critères C1. Je vous rappelle donc que ce sont les critères qui sont les plus forts, donc les critères voilà. Donc les critères C1, les C2 et les C3 qui concernent donc encore une fois les données qui sont difficilement vérifiables. Voilà. En ce qui concerne les différents massifs, on a 719 données dans le massif vosgien et 644 données dans le Jura alsacien. Et donc les deux graphiques vous permettent de comparer en fait ce qu'on peut avoir d'un massif à l'autre. Alors dans le massif vosgien, on a démarré, vous voyez, avec un niveau de données beaucoup plus faible en matière des critères de validation C1. On avait beaucoup plus d'empreintes finalement au départ que c'est simplement dû à ça, hein, d'empreintes dans la neige et d'indices secondaires, on va dire, que réellement de photos et d'observations visuelles. Et au fur et à mesure, et on y reviendra tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi, au fur et à mesure qu'on avance dans les années, eh ben, on se spécialise certainement aussi, les différents membres se spécialisent au sein de l'OCS, mais avec l'arrivée de nouveaux individus, on se rend compte qu'on a de plus en plus
de données C1, donc d'observations visuelles bien renseignées, de documents photographiques. Dans le Jura alsacien, ça a été un peu différent parce que dès le départ, on s'est rendu compte que la population, qui est une population transfrontalière, ça je tiens à le dire, beaucoup de gens pensent que dans le Jura alsacien, qui est finalement tout petit, hein, on a 250 km², donc ce qui fait à peine un tout petit territoire d'une femelle lynx, on a sur cette zone essentiellement des animaux transfrontaliers, qu'ils soient mâles ou femelles. Mais dès le départ, en 2015, on avait déjà une présence avérée, parce qu'on était tout simplement déjà à l'époque dans la continuité de cette population jurassienne qui était beaucoup plus dynamique et importante que dans le massif vosgien à la même époque. Donc c'est ce qui explique cette différence importante entre le massif vosgien et le massif jurassien. Vous allez voir que c'est intéressant parce que depuis, ça change un peu. Voilà, quand on parle de la répartition géographique, donc en fait du nombre de mailles, on se rend compte là aussi que cette répartition géographique a augmenté année après année. Alors évidemment, quand on voit ce genre de graphique, on a tendance à se dire oh, ben, ça a l'air d'aller de mieux en mieux, quand on peut être qu'optimiste, effectivement. Mais là aussi, on y reviendra tout à l'heure. Bon, il y a une augmentation du nombre de mailles, donc on peut en tirer une analyse rapide en se disant ben, plus il y a de territoires occupés, plus il y a de lynx. On va voir que c'est pas si simple que ça. En fait, si on regarde le graphique de droite, on a une espèce de stagnation, on va dire, dans le Jura alsacien. Et dans le massif vosgien, eh bien, on a triplé depuis 2015. Le nombre de mailles a triplé depuis 2015. On a de plus en plus de territoires occupés. Mais j'y reviendrai après. Vous verrez que c'est pas spécialement comme ça qu'une population de lynx s'installe réellement. Voilà, donc de 2015 à 2020, on retrouve ici les différentes cartes. En fait, en 2015, alors je n'aborde pas les historiques concernant les réintroductions, mes collègues le feront tout à l'heure là-haut, mais en 2015, on avait essentiellement des individus, alors là en l'occurrence un individu à un moment donné, puis rapidement un deuxième sur le sud des Hautes-Vosges, et puis une population beaucoup plus installée sur le massif du Jura alsacien. Donc en rouge les données certaines, et en bleu les mailles occupées de façon plus irrégulière. Vous voyez qu'en 2015, il n'y a quand même pas grand-chose, et effectivement, ça concerne un seul individu. Mais assez rapidement, 2016, 2017, et au fil des années, on se rend compte que les territoires, les mailles occupées sont de plus en plus importantes, et on finit en 2020 voilà, avec une continuité dans le massif vosgien, bon, peut-être entrecoupée dans les Vosges centrales, encore que là en 2021, là on va retrouver des nouvelles mailles qui vont s'allumer dans ces zones-là. Donc on a ici dans la partie nord, grâce au lâcher allemand, une présence qui se confirme réellement, et petit à petit, voilà une continuité, même si on a des zones, et là on peut faire le constat, quelles que soient les années, des zones un peu vides, on va dire, à l'ouest du massif, donc plutôt à l'ouest d'une ligne Gérardmer-Remiremont, on va dire. Donc effectivement, là, voilà. Jusqu'à présent, on a très peu de présence, ou quasiment pas de présence à l'ouest de cette ligne. Mais bon, j'imagine que ça va commencer à bouger également. Alors, ce qu'on peut constater ici, on a effectivement, en 2020 déjà, des données irrégulières, certes, dans la plaine du Sungo au sud de Mulhouse. Si j'anticipe un peu sur l'année qui vient de s'écouler, 2021, on a 2-3 cases en plus qui s'allument. Donc on a maintenant confirmation d'individus, en tout cas, même s'ils ne s'installent pas dans cette zone-là, ben, d'individus qui passent dans cette zone-là. Donc là, encore une fois, on se rend compte qu'il y a une dynamique, on peut le dire quand même, quoi, il y a une dynamique parce que les animaux, certains animaux arrivent.
Donc aujourd'hui, certains individus passent la trentaine de kilomètres ici de plaine entre le Jura alsacien et le massif vosgien, et d'autres, et probablement la majorité jusqu'à présent, hein, puisque Bingo en 2015, donc un mâle était remonté, avait été pris au mois de juin près de Besançon, et on le retrouve en décembre ici, ben voilà, ici dans cette zone-là. Donc juste en suivant la vallée du Loup, il est remonté la vallée de l'Oignon, pardon. Il est remonté dans le massif vosgien. En matière de reproduction, aucun cas n'a été détecté donc dans la période évoquée dans le massif vosgien. 5 familles recensées dans le Jura alsacien entre 2015 et 2020, 3 femelles et 12 juvéniles. Alors les femelles ont entre 2 et 4 petits, sauf que quand on parle de 5 familles recensées dans le Jura alsacien, c'est bien marqué dessous, territoire transfrontalier. Donc les 2 femelles ici sur les images, là également, on retrouve la même là et là, eh bien sont des femelles qui ont des territoires, enfin la plus large partie de leur territoire se trouve totalement en Suisse. Et elle passe de temps à autre côté alsacien. Voilà, on a en tout cas jusqu'en 2020 eu de la reproduction. Alors ça reste assez fragile, hein, simplement, là aussi si j'anticipe pour vous évoquer ce qui s'est passé en 2021, les 2 femelles là, on en a eu, au départ on l'a vu mais sans les jeunes. Et puis celle-ci a disparu. Donc voilà, ça reste des situations assez fragiles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. Elles sont peut-être retranchées côté suisse, elles ont peut-être bougé, leur territoire a peut-être évolué côté suisse. Mais voilà un peu ce qui se passe actuellement. Donc le gros problème du massif vosgien, voilà, je voulais y revenir. On a une certaine dynamique, sauf qu'on est toujours en présence de mâles. Depuis le départ, quel que soit l'individu qu'on identifie, qu'on photographie, à partir du moment où on peut identifier son sexe, on se rend compte qu'on est en présence de mâles. On vient d'identifier un nouvel individu dans les Hautes-Vosges cet hiver, on vient de le sexer il y a une semaine, c'est encore un mâle. Donc le gros problème est là, il y a un déséquilibre important du sexe ratio, il n'y a finalement pas de femelles. Ou alors s'il y en a, elles sont très discrètes, et même s'il y en avait et qu'elles étaient discrètes, on devrait retrouver les jeunes à un moment, ce qui n'est pas le cas. La mortalité, il y en a aussi également. Voilà, malheureusement, parce que dans des populations aussi faibles, c'est pas top hein, pour la pérennité de l'espèce. Donc voilà, vous retrouvez ici les différents secteurs où les différents individus ont été retrouvés, donc 3 de morts inconnus, un du typhus dans le Jura alsacien, donc un tout jeune, hein, un jeune individu, et puis le lynx de Fellerin, dont l'enquête n'a toujours pas abouti, tué par arme de chasse. Donc c'est clair que autant de cas de mortalité sur une petite population, c'est difficile. Voilà. En ce qui concerne la population minimale détectée, vous vous rendez compte qu'il y a eu un départ en 2015. Alors évidemment, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment mis l'accent sur la prospection dans le massif au sein de l'OCS, avec une espèce de stagnation pendant en tout cas entre 2016 et 2018, et puis depuis sa tendance à décoller dans le massif vosgien avec de nouveaux individus qui arrivent, comme je viens de vous le dire. Il n'y a que le Jura alsacien où on se rend compte une espèce de stagnation, voire peut-être même, à confirmer maintenant en 2021, peut-être une petite chute des effectifs. Voilà. Donc la population minimale qui a été détectée, 33 lynx indépendants ont été détectés en 2015 et 2020, 16 dans le massif vosgien et 17 dans le Jura alsacien. Donc tous les individus détectés dans le Jura alsacien étaient des animaux transfrontaliers. Dans le massif vosgien, 5 lynx indépendants détectés étaient transfrontaliers allemands et France, et tous issus de la chaîne en Palatinat. Et 5 lynx indépendants et territorialisés dans le massif vosgien provenaient de ce même programme de réintroduction en Allemagne. Voilà. Donc la population minimale détectée a varié entre 5 individus en 2015 et 17 individus en 2020.
avec une population dans le massif vosgien qui a progressé d'un facteur 12, alors que celle du Jura, comme je vous le disais, semble rester globalement stable, on va dire ça comme ça. Voilà simplement le renouvellement des différents individus. Vous avez ici les différents noms des individus qu'on connaît, dans le Jura alsacien aussi. Ça vous donne une idée des animaux qui peuvent être suivis sur un certain nombre d'années, avec Arcos, un mâle qui a fait un grand périple, né dans le Doubs, s'en va dans le Jura vaudois, capturé, vendu aux Allemands, lâché dans le Palatinat, il se balade un peu partout là-haut, il redescend plein sud en passant pas très loin d'ici, et rentre à nouveau dans le massif vosgien, et on l'a aujourd'hui sur les Hautes-Vosges. Donc le Arcos, il a la particularité d'être un gros mâle, certainement le lynx le plus lourd que moi j'ai pu connaître, puisqu'il fait entre 26 ou 28 kilos, je crois, donc c'est un bel individu. Mais donc voilà, vous voyez que généralement les individus, on les suit quand même pas très très longtemps. Hein. On ne sait pas ce qu'ils deviennent après, pour la plupart. Donc en ce qui concerne le renouvellement des lynx détectés, dans le massif vosgien, un peu plus de 33% des lynx indépendants détectés en 2015 et 2019 n'ont plus été recontactés, c'est ce que je vous dis, donc il y a effectivement pas mal de cas, notamment avec la mortalité. Quand les animaux sont retrouvés. Dans le Jura, la valeur atteint 80%. Pas de cas de mortalité connu en tout cas. Donc, ce qui ressort du Jura, c'est qu'il y a un turnover super important. Il y a des années, c'est la folie au printemps parce qu'on retrouve des individus différents très régulièrement et puis ils disparaissent très vite. Voilà. Alors, on espère qu'ils dispersent, du coup, qu'ils viennent un peu vers ici, vers le massif vosgien. Voilà. L'amélioration d'un massif vosgien est notable grâce au lâcher dans le Palatinat, mais la situation reste fragile du fait du manque de femelles et d'une mortalité anthropique, ça c'est clair. Voilà ce qui en ressort clairement. Voilà, pour finir, vous donner une idée aussi de la répartition des ongulés, des proies du lynx, un peu comme à l'échelle européenne, un peu dans tous les pays. On retrouve ici une majorité de proies d'ongulés de taille moyenne avec le chevreuil, le chamois, en tout cas pour les lynx qui ont des territoires qui fréquentent également le territoire des chamois, et puis un peu le cerf. Alors quand on dit le cerf, c'est la biche adulte. Un lynx est capable de tuer une biche adulte. Et puis les fans de cerf généralement qui ont finalement une taille à peu près identique au chevreuil. Voilà un peu pour finir, je vous remercie pour votre attention, un peu un trombinoscope là, des différents individus qu'on a pu détecter et suivre jusqu'à présent. Merci pour votre attention. Claude, c'est à toi. Messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureux d'être ici au parc de Sainte-Croix pour différentes raisons. Une première raison, elle est un peu personnelle. J'ai connu le créateur, le fondateur de ce parc, M. Gérald Singer, à qui je pense souvent. J'étais, on va dire, très ami avec lui, je le rencontrais assez souvent. Et c'est vrai que le parc de Sainte-Croix, avec la mission que Laurent avait présentée en introduction, elle nous permet à nous, naturalistes, présidents d'association, de faire un relais vers le grand public. Vous savez, maintenant, c'est assez compliqué de faire des relais avec le grand public, autre que passer par la presse. Encore faut-il connaître les gens de presse pour qu'ils passent les bons articles, n'est-ce pas, monsieur? Voilà. Donc, je suis très heureux d'être ici pour surtout ces raisons-là. J'ai participé aussi aux entretiens de la biodiversité avec des personnes, des têtes connues. Bonjour, voilà, on s'est vu l'année dernière. Bonjour Philippe, ça va bien? Voilà. Et puis en fait, bonjour tout le monde, voilà, je suis vraiment content d'être là. Alors moi, je vais faire une présentation un peu différente. Donc on m'a demandé, je serai un peu moins scientifique, parce que je le suis certainement moi aussi qu'Alain, qui a fait une présentation exemplaire. Anthony, tu m'as demandé de faire une rétrospective, donc dire pourquoi les Allemands ont fait tant de démarches pour mettre du lynx dans la réserve transfrontalière de la biosphère et quel était mon rôle, etc. Donc, alors moi je m'appelle Claude Kurz, donc je suis le président et le fondateur de l'association SOS Faucon Pèlerin à Lynx. Donc Faucon Pèlerin parce qu'on travaille sur le pèlerin depuis 1972, comme d'autres personnes ici dans la salle. Et puis le lynx, moi j'ai participé au premier projet de réintroduction d'une manière très active entre 83 et 93, pour une manière, je dirais, qui peut vous paraître un peu différente, c'est-à-dire que j'étais chargé
de l'achat et de l'approvisionnement, de la conduite, de la mise en douane des spécimens avant de les relâcher. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai quelques secrets, je les garderai pour moi. Donc, je suis cet ancien acteur du projet de réintroduction, donc je suis aussi un acteur transfrontalier du projet Lynx depuis 1999. Vous savez, après le projet 83-93, que beaucoup considèrent comme un projet qui n'a jamais abouti, moi je dis toujours, parce que j'ai participé, c'est un projet inachevé. Inachevé pour différentes raisons. Donc, étant donné que j'habite sur le pourtour franco-allemand du Palatinat, on a bien sûr des échanges avec nos collègues naturalistes en Allemagne. Donc il y a eu avec le parc naturel régional des Vosges du Nord, qui est une réserve de biosphère transfrontalière avec le Palatinat, un groupe qui s'appelle, qui a été baptisé IPL, Initiative Pro Lynx, Initiative Pro Lux, donc IPL, Initiative Pro Lynx, pour faire simple pour les traductions. C'est un groupe qui a été engagé par monsieur que vous connaissez tous aussi, Jean-Claude Génaud, à qui on rend hommage bien évidemment du parc des Vosges du Nord. Et j'étais on va dire, très engagé à son côté pour essayer de dynamiser cette entente franco-allemande. Vous voyez, ça remonte à assez loin. En fait, le but était, les Français ont mis le pied à l'étrier pour une première translocalisation, réintroduction, peu importe comment vous l'appelez. Et nous, notre idée, c'était d'inciter les Allemands de faire la même chose côté transfrontalier du Palatinat pour essayer de relancer la machine, pour essayer de parler, cette fois-ci, comme vous le disiez tout à l'heure, de population, pas seulement de présence d'individus pour faire beau. Voilà. Alors, je suis le cofondateur de l'association Lux-Pfälzerwald Vosges du Nord. Vous en avez une aussi ici, c'est Christelle Scheid, n'est-ce pas Christelle? C'est à la bonne époque où on allait sur Mayence voir les gens des ministères pour les convaincre de nos grands projets, n'est-ce pas? C'est une bonne époque, voilà. Je suis aussi membre du comité Grand Carnivore de Moselle, acteur des ateliers coexistants chasse et suivi donc, du plan Lynx Massif des Vosges, maintenant c'est le PRA. Et puis finalement, pour répondre à une question aussi, c'est que c'est pas le tout de dire on va mettre du lynx, après il faut aussi assurer un peu avec le monde de la chasse, le monde des éleveurs et le grand public tout court. Donc j'anime un suivi photopiégeage en zone transfrontalière Pfälzerwald Vosges du Nord depuis 2019, avec l'ONF, l'Office national des forêts, sous tutelle de l'Office français de la biodiversité, avec autorisation de la DDT et bien sûr du réseau Lynx Loup. Là, je maîtrise la machine. Franchement, je suis très étonné. Hein. Très étonné. D'habitude, je suis brouillon, vous n'avez pas idée. Normalement, je l'aurais déjà perdu, j'aurais déjà marché 2 fois dessus. Bon, encore un quart d'heure. Bon, tais-toi, Kurt, tu fais chier. Voilà, le projet des Vosges à 83-93, très vite, donc je vais aller plus vite. Merci, voilà. Donc 21 lynx lâchés, on va dire ça comme ça. Un projet courageux soutenu par le ministère chargé de l'écologie. Je vous garantis qu'à l'époque, les écolos du ministère avaient plus de couilles que maintenant. C'était une parenthèse. Projet considérablement perturbé par l'absence de concertation et le manque total de coopération des chasseurs. Impossible de bosser avec eux pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Je l'expliquerai. Une réaction violente de rejet par les actes de destruction, en fait, action égale réaction, réaction c'est le fusil, je le plombe, je veux pas de lynx, vous faites chier, j'en veux pas. Terminé. Malgré des enquêtes, aucun auteur arrêté, impunité demeure, nagnana, nagnana. Par contre, un monsieur a achevé un lynx au bord d'une route, j'ai participé au procès au mois de mars, donc il tue un lynx qui était en souffrance parce qu'il a été percuté par une voiture. Et après, il se vante d'avoir ce lynx, ce crâne, donc il y a eu un jugement par le tribunal de Colmar qui s'est soldé dernièrement. Bon, bref, c'est pas réglé parce que l'association Athéna est partie en appel. Je ne parlerai pas de ça parce que ça prendrait trop longtemps et puis je n'ai plus que 13 minutes. Alors, c'est quoi notre truc? Donc, il y a une participation à la rédaction du premier projet Lynx avec Ökolog. Ökolog est un organisme allemand qui a été créé par un ami à moi que j'ai rencontré en 1978, qui s'appelle Matthias Hermann. Ökolog travaille beaucoup pour le ministère allemand en matière d'environnement, sur les chiroptères, sur le chat sauvage, la fouine, la martre, etc. 2006, pour Ökolog, je vais en Roumanie. Je vais en Roumanie, pourquoi? Parce qu'on voulait déposer le premier projet chez Madame la ministre en Allemagne. Elle s'est dit, vous êtes trop gentil. Ah, c'est formidable, elle semble que j'ai une difficulté, oui. Donc, je suis allé là-bas pour négocier l'achat de lynx pour les réintroduire en Allemagne. On appelle ça de la négociation. Donc ils ont dit, ok, on peut vous en donner 15, ça vaut le temps. Le délai, 7 ans. Ok, d'accord, ça peut se faire.
août, bon, ça s'est pas fait, étant donné que le ministère allemand n'a pas pu se concerter une première fois avec les éleveurs et les chasseurs, donc ils ont laissé tomber. Août 2010, grand, on va dire, belle surprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'auparavant, en avril 2010, suite à une réunion initiative pour lynx transfrontalière, il y a eu un débat qui a été extrêmement houleux. En fait, c'était dans une salle à Fischbach, où il y avait toutes les pontes de l'ONF française, allemande, etc., du ministère. Et il y a 4 personnes qui se sont distinguées dans cette réunion. Ce sont 3 Allemands et un Français. Le Français, c'était moi. Et on a dit, maintenant, ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Nous allons réintroduire le lynx dans le Palatinat. C'était le professeur Held de Kaiserslautern, M. Schrappkohl, et Ludwig Simon, qui est un haut fonctionnaire du ministère du Rhénanie-Palatinat. Il a pris beaucoup de risques. Et puis moi. Et on a poussé, et on est allé voir la ministre, et on a baptisé notre action commando, Lux Forcing Group. Hein, c'est bien choisi, ça fait Ukraine, là. Hein, voilà. Bon, août 2010, ils nous ont dit maintenant il va falloir faire autre chose. Alors on s'est dit maintenant on va fonder une association franco-allemande, et on a fondé cette association, ça s'appelle Lux Pfälzerwald Vosges du Nord et Frau, Christelle en parlera un peu plus tard. Et je suis devenu aussi le conseiller pour la rédaction du pré-projet de réintroduction lynx dans le Palatinat avec le ministère. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il fallait aussi convaincre maintenant un Français, donc un organisme français, pour qu'on puisse aussi déposer un projet international. Donc je suis allé toquer aux portes du Psychoparc des Vosges du Nord. Dans un premier temps, c'était très réticent parce qu'ils étaient en pleine campagne de refonte de la charte du parc, donc relations avec les chasseurs, etc. Mais finalement, ils ont quand même accepté. Donc on s'est beaucoup impliqué dans le choix et le rapprochement du coporteur du projet. Et puis bien sûr, on a assuré l'aide et le conseil à la Fondation Nature et Environnement qui a été chargée par le ministère allemand pour instruire le dossier. Et puis bien sûr, on a participé aux premiers échanges avec les acteurs français. C'était pas simple, hein, on venait de Marx et on tombait sur la terre. Hein. Au NCFS à l'époque, au NF, chasseurs, éleveurs, enfin tout le Cucci, quoi. Hein, voilà. Finalement, il a fallu réaliser quelque chose. On s'est dit, tiens, mais il faudrait quand même peut-être un papier. Et c'est là que l'association SOS pour qu'on pèlerin lynx, soutenue par le zoo d'Amnéville, a demandé à Madame Christelle Scheidt, qui va prendre la suite après, ou après, voilà, et vous parler de tout ça, a rédigé un papier qu'on a intitulé « Y a-t-il encore de la place pour le lynx dans les Vosges ?» Alors, la réponse était oui, mais il n'y en a pas. Bon. Alors, maintenant je vais vous parler de ce land RLP. RLP, c'est Rhénanie-Palatinat. Alors, la caractéristique de ce land, c'est que vous savez, l'Allemagne est fédérale, donc chaque Länder est solitaire. C'est-à-dire, si un land veut réintroduire une espèce, il n'a pas besoin de tutelle du grand ministère du Bund, d'accord? Donc c'est pas comme nous. Nous, quand on ramasse une feuille par terre, il faut l'autorisation d'un Parisien, d'accord? Chez eux, c'est pas comme ça. Donc 2012, le gouvernement du Land RLP inscrit le retour du lynx et du loup dans sa politique gouvernementale. C'est quand même quelque chose. C'est pas en France qu'on va marquer ça. En 2013, la SNU, Fondation Nature et Environnement, est mandatée par Madame la Ministre, donc Madame Höfke, pour la rédaction et la conduite du projet LIFE. Ça veut dire qu'ils ont payé une personne pour faire le projet. Voilà. C'est quand même, c'est fort quand même. C'est allemand. Voilà. Bon, on n'est pas meilleur, hein, mais bon, Mercedes, ça roule bien quand même. Bon, 2013, les chasseurs et les éleveurs du Land RLP soutiennent ce projet. Alors là, révolution. Alors là, les chasseurs français, je ne suis pas fâché avec eux, pas du tout, mais bon, voilà. Le 4 juin 2013, le président de la Fédération régionale des chasseurs d'Allemagne sort un communiqué. Donc je l'ai traduit. Le loup, l'ours, le lynx et le chat forestier ne sont plus des espèces concurrentes du chasseur. Les chasseurs signent un accord pour le soutien et l'implication dans le projet de réintroduction du lynx dans le Palatinat. Ok? C'est du boulot ça, hein? Ça rigole plus. Le lynx, les chasseurs en France, concurrence, cohabitation difficile, pourquoi? Alors FDC, Fédération départementale des chasseurs, association de protection de la nature quand même, hein. Oui, pour le lynx, c'est l'installation naturelle. Alors eux, ils réintroduisent du faisan, mais que des mâles. Pour pas qu'ils se reproduisent, hein. Voilà. D'accord? La caille aussi, mais que des mâles, hein. Voilà. Pas de soutien à un projet de renforcement de relocalisation. Pourtant, c'est une association de protection de la nature. Je comprends pas. J'ai loupé un épisode. Est-ce que c'est encore une idée d'avant 1921? Est-ce qu'on est encore dans le concordat? Je comprends pas. Un raisonnement d'une autre époque? Oui, c'est un raisonnement d'une autre époque, mais ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup. Seuls les lynx mâles du Jura dispersent vers la forêt noire et les Vosges. Si vous demandez aux collègues qui suivent le lynx dans la forêt noire, hein, Laurent, tu les connais, là, il n'y a que des mâles. Voilà.
Et les Vosges, nous, on en a eu qui s'est perdu de temps en temps, là, et puis si c'est pas fait plomber, on a pu le photographier, c'était le fameux Van Gogh, hein, voilà, qui est certainement monté de nulle part, voilà. Donc on a quoi? Une population de lynx mâle solitaire dans les Vosges, une population très particulière. C'est pas comme l'escargot, hein, il faut quand même mâle-femelle, là, hein. Bon. Les chasseurs et la biodiversité du seul gibier, il faut qu'ils se remettent en question, mais on va les aider. Pour moi, un naturaliste peut aussi être un chasseur. Le lynx vosgien, un constat qui interpelle, évidemment. Évaluer l'impact de la destruction directe, tir, empoisonnement, état sanitaire du lynx. Vous savez, le lynx, c'est pas compliqué. Il faut 3 choses. Un habitat, des gens qui ne lui tirent pas dessus, et une bonne génétique. Il n'a ni l'un, ni l'autre, ni la dernière. Quel est le profil et la motivation des auteurs destructeurs? Psychopathe. Quelles actions préventives à engager? Il n'y en a qu'une. C'est pas la peine de réunir 2 chasseurs dans une salle pour leur expliquer le pourquoi du comment, il faut aller les voir sur le terrain. Il faut avoir de l'argent pour aller sur le terrain, les rencontrer. C'est dans les rencontres sur le terrain qu'on noue des amitiés. C'est tout. Tout le reste, c'est du blablabla, du cucci. Ça, c'est mon avis, notre avis. Définir une procédure méthodique obligatoire en cas de découverte d'un cadavre. Et là, on est déjà un peu plus loin. Responsabiliser les chasseurs et leurs dirigeants. Parce que souvent, les dirigeants, je parle du conseil d'administration des chasseurs, leur mettent un peu la pression quand même. Ils ont Association de protection de la nature, quand même un ministre qui leur a donné ça. Donc, ben, faut y aller maintenant. Former des personnels APJ, agents de police judiciaire au PJ spécialisés et référents en criminalistique des faune sauvages. Alain parlait tout à l'heure du lynx qui s'est pris du plomb dans la tête à 5 mètres à Fellerin. Ben, si on était encore mieux organisé, peut-être que ça irait un peu plus vite. C'est très difficile pour nos agents parce qu'ils ont peu de moyens et souvent mal répartis sur le territoire. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute à nous tous, parce qu'on vote mal. Mutualiser les moyens, la police scientifique, les agents de terrain, sentinelles, observateurs. Alors maintenant, on est obligé de penser à tout ça. Voilà, pour protéger la faune sauvage, eh ben, il faut penser à tout ça. Former des sentinelles observateurs pour aller porter plainte. Débloquer des moyens pour une vraie politique pénale des délits de l'environnement, on n'en est pas encore là, hein. On en parle beaucoup, mais ça ne voit jamais. Vous avez déjà vu le bureau d'un monsieur le procureur, hein. C'est quelqu'un qui a noyé derrière des dossiers, qui vous fait coucou depuis 10 minutes, et dit « Ah, vous êtes là, tellement il a de travail, manque de personnel. » Création d'un plateau criminalistique, espèces protégées par département. Ciblage et analyse des risques des zones à lynx. Voilà ce qu'on devrait faire. Quel avenir pour le lynx dans les Vosges? Dernière chance. Le projet du Palatinat, pour moi, c'est la dernière chance. Pour une population vosgienne, parce que pour le moment, on a des individus qui se promènent, qui nous font coucou. Hein, voilà. C'est pas de population. Réaliser un projet participatif avec les principaux acteurs du territoire, sous l'égide de la PRA, n'est-ce pas Sandrine? La PRA, et une coopération transfrontalière active, qui soit juste et qui soit répercutée des 2 côtés. C'est-à-dire, quand on donne quelque chose aux Allemands, aux Suisses, qu'ils nous le donnent aussi au retour. Voilà. Responsabiliser les chasseurs et rassurer les éleveurs. Vaste programme. Alors, tout ça, c'est du blabla. Parce que là, on a dit, ok, il faut mettre du lynx parce que c'est beau, etc. Mais maintenant, il faut être derrière. Parce que comme je disais aux éleveurs, aux chasseurs, ok, on a fait tout pour en lâcher. Ils sont venus de Suisse et de Slovaquie. Mais maintenant, on fait quoi? Ben maintenant, il faut répondre derrière. Donc l'association s'est engagée avec un suivi du piégeage photographique depuis 2019. Voilà, donc ça, c'est avec un forestier. Donc, demande de la DDT 57, gros travail d'information, etc. 14 stations, 22 appareils, etc., etc. Je vous résume tout ça, il faut que j'aille vite parce qu'il va me sanctionner. Combien? Enfin, oh, c'est bon. 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un réseau maintenant de plus de 200 sentinelles du lynx. Alors, c'est qui ces gens-là? Ce sont, je vais vous étonner, des chasseurs, des agréneurs, des techniciens forestiers, des débardeurs, des promeneurs, des habitants. Il y a tout le monde. Le tout, c'est d'être dehors sur le terrain, de pouvoir, de savoir leur parler et d'avoir des retours. C'est pas dans des réunions qu'on a tout ça. Il faut en faire après. Mais d'abord, il faut récolter, et tout ça, c'est une activité humaine. Certains d'entre vous ont certainement déjà lu des ouvrages d'Aldo Leopold, l'Américain, 1936. Wildlife Management is Management of People. Donc, la gestion de la faune sauvage, c'est de la gestion des humains. Et on est dans une aventure humaine avec le lynx. Si vous oubliez l'espèce humaine, hein, c'est foutu. C'est une aventure humaine. Voilà. C'est pas dire maintenant je me mets dans un coin, je vais photographier un lynx, ça y est, il a 3 rosettes, oui, c'est le même qu'avant. Oui, ok, c'est bien. Mais après, on fait quoi? Non, c'est les humains qu'il faut convaincre.
Alors voilà un peu ce que ça donne. Vous avez un agent de l'OFB masqué qui va faire un hold-up. Vous avez un forestier qu'on a rencontré lors d'une réunion pour la mise en place du réseau, etc. Voilà un peu ce qu'on fait. Puis vous avez un zigoto là-haut qui essaie de mettre en route un vieux piège, les mains gelées parce que c'est l'hiver. Voilà. Alors, voilà un peu les lynx qu'on a photographiés très vite. Donc on a photographié 8 lynx différents qui proviennent tous de la réintroduction du palatine. D'accord? Voilà. Alors PRA Lynx Vosges, maintenant je vais être un peu critique, mais ne vous sentez pas visés, mesdames et messieurs. Manque d'ambition, 4 groupes d'action, où sont les moyens? Écoutez, moi je suis d'accord qu'on fasse un PNA. Je suis d'accord qu'on fasse un PNA. Par contre, auparavant, moi je militais pour un management plan sur le lynx avec 2 groupes, un groupe chasse, un groupe éleveur. On se réunit, on se met ensemble après, et un monitoring. Terminé. Ok? Estelle Germain a voulu faire un PLMV. Le WWF et notre association, ils se sont précipités pour vouloir faire un deuxième plan. Le ministère a réagi, ça y est, tout le monde veut faire quelque chose, on va perdre la main, on va faire un PNA. Ça aura permis de les faire bouger. Mais, alors, où sont les moyens? Sandrine m'a expliqué tout à l'heure quel est son travail. Il faudrait du personnel. Bien sûr que c'est bien, mais il faut du personnel. Sandrine est toute seule. Au secours. Animation du PRA. Pareil. Un ministère de l'écologie timidement engagé qui se décharge de sa fonction régalienne. Franchement, mais réveille-toi là. Bon, ça y est, on a un nouveau Premier ministre. C'est une dame, elle va le faire. Alors, on en est où maintenant? 3e déclin du lynx vosgien. Est-ce que le PRA qu'on met en route et le PNA va être propice au 3e déclin? C'est pas les quelques mâles qui vont faire des petits, hein. Voilà. Alors il y a Arcos, Kelly, Fran, Letty, Fifo, Libre, Brano. Hein, ils vont terminer très mal leur carrière. Hein. Ils vont s'aimer. Hein. Philou qui est en excursion, encore un mâle, 21 janvier. Femelle Lika, la pauvre. Tous les espoirs du repeuplement des Vosges reposent sur Lika. Oh, elle va en prendre. Hein. Vous voyez toute la ribambelle au-dessus? C'est le BMC. Bordel mobile de campagne. Bon, ben on en arrive à quoi? Eh ben c'est simple. S'il n'y a pas de renforcement de femelles dans les 5 années, ça ne sert à rien de continuer à travailler sur le lynx. Donc pour nous, l'obligation maintenant, c'est, Madame la Ministre, nous voulons réintroduire 5 femelles dans les Vosges en provenance de Roumanie pour changer le sang. Si vous ne voulez pas, vous ne serez plus Première Ministre. J'ai encore 30 secondes. Mesdames et messieurs, je ne suis pas tout seul. Je suis porte-parole. Je sais, j'ai une grande gueule. Je voudrais remercier, bon, évidemment, Laurent, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Franchement, je suis très content d'être là. Je suis un peu chez moi ici. Je suis très heureux que vous avez pris la patience de venir. Vous avez fait des kilomètres, vous êtes plus d'une centaine. C'est un premier pas vers le lynx. C'est formidable ce que vous faites. La volerie des aigles de Kinsan, me figurez-vous que si M. Eric Monod qui est là-bas, Eric, lève-toi vite fait quand même, hein. Bonjour Eric, comment vas-tu? Donc c'est notre sponsor. Ben, sans lui, on fait rien. L'Office national des forêts nous soutient. La forêt privée, anciennement de Dietrich, nous laisse aussi travailler dans la forêt. Nous travaillons au sein du réseau Lynx Loup, c'est pas toujours simple, mais ça marche. On travaille avec l'OFB et nous avons aussi un drapeau bleu, blanc, rouge, et là je vais rendre hommage à quelqu'un. Vous savez, j'ai rencontré en 2016 un monsieur qui s'appelle Éric Chevrin, il est technicien de la DDT. C'est un homme formidable. Il vient des routes, il a été reclassé par son choix pour aller à la DDT, et il a pris le dossier Lynx en main. Je l'ai rencontré, je dis Éric, il nous faut un réseau Lynx Loup de Moselle, il faut que tu puisses convaincre ta hiérarchie pour le faire, et il l'a fait. C'est une affaire de personne. Il a mis en place le comité Grand Carnivore, et il l'a fait. Et il m'a même introduit, c'est lui qui m'a introduit, au sein du ministère, chez Madame Lefebvre à l'époque, qui est une grande personne, d'accord, que vous connaissez certainement, qui suivait Faune Flore, voilà, pour que je puisse faire partie du PNA et laisser traîner mes quelques vocales au sein du PNA à Besançon, voilà. Et puis finalement l'OFB avec qui nous travaillons. Et puis je mets finalement beaucoup d'espoir sur notre future coopération avec toi Sandrine, parce que t'inquiète pas, on n'est pas que des méchants, hier on s'est un peu chamaillé, hein. Bah, on a mis les choses au point. Hein. Sans nous, tu auras un peu de mal dans les Vosges du Nord, mais on t'aidera. On le fera pour le lynx. D'ailleurs, nous travaillons aussi sur le massif du Denon, où il y a eu, je dirais, une formidable, on va dire, une
je veux dire, un engouement pour le lynx avec les techniciens forestiers, et même on commence à avoir quelques chasseurs. Voilà. Donc on commence à avoir du résultat, mais il faut que ça change, et pour ça il faut de la fermeté. Je suis aussi beaucoup impliqué dans le judiciaire pour les affaires. Merci pour tout, bonne journée. Voilà, donc moi je vais vous parler de ce programme de réintroduction qui a eu lieu dans la forêt du Palatinat. Donc il a eu lieu de 2015 à 2021, donc c'est tout récent. Et donc c'est intéressant puisque la situation actuelle dans le massif des Vosges, et notamment dans les Vosges du Nord, découle immédiatement de ce programme de réintroduction qui a eu lieu dans le Palatinat. Donc il s'agissait d'un projet LIFE, donc c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Le porteur du projet était la Fondation Nature et Environnement du Rhénanie-Palatinat, donc des Allemands. Et il y avait plusieurs partenaires de projet, dont le Parc naturel régional des Vosges du Nord, côté français. Donc moi j'ai travaillé un petit peu pour ce programme de réintroduction, puisque je faisais le travail d'information côté français. Ça faisait partie des actions du projet de faire un travail d'information et de concertation côté français, puisqu'on savait dès le départ que les lynx lâchés côté allemand viendraient tôt ou tard côté français. Alors, en introduction, pourquoi est-ce qu'il est vraiment nécessaire, utile de réintroduire le lynx? Beaucoup nous disent, notamment les chasseurs, qu'ils sont pour le retour naturel, mais que la réintroduction, c'est de l'interventionnisme. Et puis, est-ce que vraiment l'animal peut encore vivre dans nos habitats, dans nos milieux actuels? Donc, pourquoi est-ce qu'on réintroduit le lynx? Il faut savoir que le lynx est une espèce qui était présente autrefois sur l'ensemble des forêts européennes. Donc ici vous avez la carte de répartition historique du lynx. Donc il était présent sur la totalité du continent européen, en Europe de l'Ouest, et il a régressé à cause de la pression de l'homme, donc qui l'a chassé. À l'époque, ce n'était pas une espèce protégée. Et donc son aire de répartition s'est réduite dans les massifs montagneux et ensuite vers l'Europe de l'Est et du Nord. Donc là, c'est juste la répartition en Europe. Le lynx boréal est aussi encore présent en Russie. Donc c'est une espèce qui faisait partie de nos forêts européennes. C'est un maillon important de la faune des forêts. Et en tant que grand prédateur, il a un rôle de régulateur sur les autres espèces. Donc il est important que cet élément, qui est essentiel à l'équilibre, soit présent dans le milieu naturel. Alors ce projet vient s'ajouter à de nombreux autres projets de réintroduction qui ont eu lieu en Europe occidentale, puisque le lynx, donc, comme vous l'avez vu sur la carte précédente, avait totalement disparu d'Europe occidentale au XXe siècle. Donc il a été totalement éradiqué et il était présent plus qu'en Europe de l'Est. Donc à partir des années 1970, il y a eu de nombreux programmes de réintroduction dans différents pays européens. Et donc là, chaque cercle, ça représente des populations, des petites populations de lynx qui ont été réintroduites. Et malheureusement, ces populations ne sont pas connectées, c'est-à-dire qu'elles sont quand même relativement éloignées les unes des autres et il n'y a pas forcément de transfert d'individus, ils ne sont pas capables de se déplacer d'un noyau à l'autre. Donc par ce projet, on a cherché à créer un nouveau noyau de population dans une zone qui est quand même assez stratégique, puisque ce territoire, donc le Pfälzerwald et les Vosges du Nord, permet une connexion avec les animaux des Vosges et du Jura, et ensuite, on l'espère, avec des animaux qui seront présents en forêt noire et dans d'autres massifs allemands. Donc l'idée, c'était vraiment de recréer un nouveau noyau de population qui va permettre de reconnecter d'autres noyaux de population. Donc comme je l'ai dit, le porteur du projet, c'était la Fondation Nature et Environnement du Rhénanie-Palatinat. Il y avait plusieurs partenaires associés donc, qui participaient à la mise en œuvre des actions. Et donc notamment côté français, le parc, donc le psychoparc qui est le parc naturel régional des Vosges du Nord, qui intervenait dans des actions pédagogiques, donc des actions d'éducation à l'environnement, une étude sociologique justement sur les perceptions qu'ont les chasseurs sur le lynx, sur le retour du lynx. Donc pour mieux dialoguer avec eux, il est important de les comprendre. Et des actions de concertation qui s'appelaient le Parlement du lynx, qui réunissait tous les acteurs les plus concernés, notamment les chasseurs, les éleveurs,
les administrations, le monde du tourisme, donc vraiment tous les acteurs concernés de près ou de loin par le lac. Et donc le but de ce Parlement du lac, c'était d'entendre toutes les questions, toutes les craintes des acteurs et de trouver ensemble des réponses à ces problèmes. Donc ce projet LIFE, les projets LIFE sont toujours des projets importants, donc réalisés sur plusieurs années avec un coût global assez conséquent. Donc le coût total c'était 2,75 millions d'euros sur 7 ans, donc 2015 à 2021. La plupart des actions donc, du coût étaient dédiées à des actions de conservation de la nature, donc c'est tout ce qui est vraiment lié à la capture, aux soins des lynx, à leur suivi par monitoring, donc les colliers émetteurs, donc vraiment tout ce qui est autour de la capture, du suivi et des soins des lynx. Ensuite, il y a eu aussi une enveloppe assez importante pour tout ce qui était communication, sensibilisation, concertation, puisque c'est vraiment le point clé de la réussite d'un programme de réintroduction. Et donc ensuite, le management, c'est-à-dire le financement d'une équipe qui était là pour réaliser toutes ces actions. Donc il y avait une équipe de plusieurs personnes, dont une personne qui était l'acteur, l'interlocuteur spécifique pour les chasseurs, et une autre personne qui était l'interlocuteur spécifique pour les éleveurs. Donc c'était deux aspects qui ont été vraiment réalisés avec l'importance qui était nécessaire de leur accorder. Donc les principaux financeurs de ce programme, c'est l'Union européenne, donc qui finance à 49%, le ministère de l'Environnement de Rhénanie-Palatinat et différents autres partenaires, donc essentiellement allemands, et aussi quelques partenaires français pour les actions qui ont eu lieu côté français. Donc les actions, les objectifs de ce programme, le premier objectif c'était avant tout, avant de réintroduire des animaux, d'améliorer l'acceptation du prédateur par la population, donc par les hommes. Donc il y a eu un travail d'information, de concertation qui a été réalisé déjà en amont du projet, donc de très nombreuses réunions avec les acteurs, aussi bien côté allemand que côté français. Ensuite, ce programme a donc, avait pour objectif de réintroduire 20 lynx sur 5 années, donc entre 2016 et 2020, et 12 de ces lynx venaient de Suisse et 8 de Slovaquie. Donc les deux origines sont importantes puisque c'était pour augmenter la variabilité génétique, pour que les deux sous-populations se croisent et que donc on ait une variabilité génétique assez importante. Et ensuite, évidemment, tous ces animaux ont été suivis. Ils ont été équipés de colliers émetteurs qui, donc, par satellite, donnaient la localisation GPS donc, des individus. Donc pendant 1 à 2 ans, les individus lâchés ont pu être suivis très précisément grâce à leurs colliers émetteurs. On pouvait savoir très précisément par où ils sont passés et où ils ont établi leur territoire. Donc tous les lâchers ont eu lieu dans la forêt palatine, donc, que vous voyez ici. Là, c'est les Vosges du Nord. Et ils ont tous eu lieu au même endroit. Donc c'est ici, c'est sur une commune qui s'appelle Waldleinigen. C'est une commune qui est donc située en plein milieu de la forêt, avec aucun grand axe routier à proximité. Et la population a été informée donc, de la localisation des lâchers. Il s'agit, ce territoire, c'est une réserve de biosphère transfrontalière qui est composée en très grande partie de forêts, donc 2500 km² de forêt, et donc c'est un habitat favorable pour le lynx. Chaque année, entre 2016 et 2020, la saison de capture a eu lieu entre février et avril. Alors la saison de capture se restreint à cette courte période parce que les femelles, lorsqu'elles ont leurs jeunes, elles sont accompagnées de leurs jeunes pendant presque 1 an. Donc en fait, elles ont leurs petits en mai, au mois de mai ou en juin. Et ils vont rester avec elles jusqu'à l'année suivante, février, mars, parfois même avril. Et donc pour éviter de séparer une mère de ses jeunes, on n'a capturé que pendant les périodes de février à avril. Donc chaque animal était équipé d'un collier émetteur dont la durée de vie était de 1 à 2 ans, ça fonctionne sur batterie. Et donc pendant 1 à 2 ans, on a pu vraiment suivre très finement ses déplacements et savoir où il a établi son territoire.
Donc voilà la liste des animaux qui ont été lâchés, donc entre 2016 et 2020. Il y a donc eu en tout 12 femelles et 8 mâles qui ont été lâchés, et certains malheureusement sont morts de manière prématurée, comme le mâle Lucky qui est mort suite à une collision avec une voiture, et puis l'Apka à Lausa, 2 femelles qui ont été retrouvées mortes très peu de temps après avoir été lâchées, malheureusement, et Yuri qui a été retrouvé mort, et l'autopsie a révélé qu'il avait une blessure infectée à la patte, donc il est mort de manière naturelle suite à une septicémie. Donc vous voyez aussi qu'il y a plusieurs animaux qui sont passés côté français, je vais le détailler un petit peu plus après. Donc Alain nous a déjà parlé d'Arcos qui est actuellement dans les Vosges. Il y a eu donc beaucoup d'autres individus qui sont soit venus faire juste des excursions côté français et qui ensuite sont retournés côté allemand, ou bien qui se sont installés plus durablement côté français. Donc sur la carte, vous avez ici les localisations des animaux. Donc Fran et Fifo, ce sont des jeunes qui sont nés dans le Palatinat et qui sont actuellement côté français. Gaopa, donc une femelle qui a été lâchée en 2019 et qui a été observée pendant plusieurs mois dans les Vosges du Nord. Un lynx qui s'appelle Libre, qui a fait une excursion, donc, enfin une excursion plus qu'une excursion, puisqu'il a traversé tout le Palatinat, tous les Vosges du Nord, le col de Saverne, et s'est installé dans le secteur du Donon pendant tout un hiver, donc pendant plusieurs mois, 6 mois je crois en tout. Il était dans le secteur du Donon, et ensuite au mois de mars, il a fait route arrière, et il s'est de nouveau réinstallé dans la zone frontalière entre le Palatinat et les Vosges du Nord. Et il a pris le même chemin qu'Istella. Il a pris le même chemin, il a même pris la petite passerelle qui se trouve au-dessus du col de Saverne. Et pour le chemin retour, il a fait tout ce trajet en quelques jours à peine. Donc il a vraiment... il a tracé, hein, comme on peut dire. Ensuite, un autre mâle qui s'appelle Brano, qui avait établi son territoire dans une zone transfrontalière aussi, essentiellement côté français, mais aussi un peu côté allemand. Palou, un mâle qui est né dans le Palatinat et qu'on photographie régulièrement dans les Vosges du Nord. Et enfin, une femelle, Lika, qui a été lâchée en 2020, donc ça faisait partie des derniers individus lâchés dans le cadre de ce programme de réintroduction, et qui, elle, s'est installée dans les Vosges du Nord, donc depuis 2020. Elle est actuellement toujours dans les Vosges du Nord. Et encore Kelly, un animal qui est né dans le Palatinat et qui s'est installé dans les Vosges, qui est suivi aussi par Alain dans les Hauts-de-Vosges. Alors, je reviens sur Lika. Donc Lika, c'est la seule et unique femelle qu'on a sur le massif des Vosges du Nord. Elle est originaire de Suisse. Elle a été détectée la première fois en 2012. Donc là, c'est une petite erreur. Elle n'est pas née, mais elle a été détectée pour la première fois en 2012. Et elle serait née donc en 2011. Et elle a été lâchée dans le Palatinat en 2020. Donc elle était déjà âgée de 9 ans. C'était un individu déjà relativement âgé. Et après son lâcher dans le Palatinat, elle est venue immédiatement dans les Vosges du Nord. Donc elle a été lâchée donc, le 20 mars et le 30 mars, elle était dans les Vosges du Nord. Donc en 10 jours, elle était là. Et elle s'est installée dans les Vosges du Nord et elle a un territoire d'environ 200 km². Donc vous voyez qu'un lynx a vraiment un très grand territoire. Hein. 200 km², c'est 10 km sur 20. Hein. C'est immense. Et donc, vous avez ici les cartes de localisation des lynx issus du programme de réintroduction. Donc, c'était des cartes qui avaient été mises à jour tous les mois sur le site du programme LIFE. Bon, maintenant, comme il est terminé, ces cartes ne sont plus mises à jour. Et donc, vous voyez les localisations de tous les individus. Ici, vous avez le lynx libre dont je vous ai parlé. Ici, c'est Lika. Et donc, vous voyez que la majorité était encore côté allemand, mais qu'il y a quand même déjà une colonisation progressive du massif des Vosges et même des Hauts-de-Vosges. Donc là, ça continue un peu plus bas. Ici, vous avez Arcos et Kelly. Et là, l'individu qui avait été retrouvé mort en 2021, qui était un petit de la femelle Gaopa. Alors, je vais juste vous parler de l'utilisation des écoponts par les lynx.
Dans la forêt du Palatinat, il y a 2 écoponts qui ont été construits donc de cette structure-là, qui font à peu près une largeur de 40 mètres et qui sont végétalisés, donc qui permettent aux animaux de traverser. Et donc, il y en a un au-dessus de l'autoroute A6 qui est là et un au-dessus de la route nationale, la B10, qui est ici. Ces écoponts sont empruntés très régulièrement par les lynx, donc dans les 2 sens. Il y a le mâle palou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il l'utilise très fréquemment dans les 2 sens. Et ce n'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs lynx qui utilisent ces écoponts. Et même la petite passerelle qui est située en France, hein, au niveau du col de Saverne, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais c'est une passerelle très étroite, elle fait à peine 10 mètres, elle n'est pas vraiment végétalisée, elle n'est pas optimale du tout pour la faune, c'est plutôt pour les promeneurs. Et pourtant, il y a plusieurs lynx qui ont utilisé cette passerelle pour se déplacer des Vosges du Nord vers les Vosges centrales. Donc ils utilisent vraiment, c'est vraiment important pour eux, puisque les collisions routières, c'est malheureusement une des principales causes de mortalité des lynx. Alors les naissances, donc le programme de réintroduction dans le Palatinat est vraiment une réussite, puisqu'il y a déjà eu un certain nombre de naissances qui ont été documentées. Dès 2017, donc l'année qui a suivi les premiers lâchers, il y a eu une reproduction. Et donc 2 jeunes qui sont nés, qui sont Palou et Filou, comme je vous ai déjà parlé, qui sont tous les 2 arrivés à l'âge adulte. Et ensuite, chaque année, il y a eu plusieurs femelles qui ont eu des jeunes. Et ça fait qu'entre 2017 et 2021, il y a au moins 18 jeunes qui ont été détectés. Donc après, à côté de ça, il est possible qu'il y ait eu d'autres naissances, mais qui n'ont pas été détectées. Donc 18, c'est très bien, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de mortalité chez les jeunes. En moyenne, il y a un jeune sur 2, même plus, qui meurt avant d'atteindre l'âge adulte. Donc c'est quand même une espèce où il y a beaucoup de mortalité chez les jeunes. Et donc en 2021, un grand événement, puisque l'ICA a donné naissance à 2 jeunes dans les Vosges du Nord. Et ça, c'était vraiment une très bonne nouvelle, puisque ce n'était plus arrivé depuis le XVIIe siècle. La dernière reproduction de lynx dans les Vosges du Nord, c'était au XVIIe siècle. Donc ça, c'était vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Donc là, vous avez la photo de ces 2 petits qui ont été photographiés l'année dernière, au mois de juin, dans les Vosges du Nord. Et donc de ces 2 petits, il y en a au moins un qui est parvenu à l'âge de presque 1 an, puisqu'il a été photographié en février de cette année, donc âgé de 8 mois. Avec sa mère encore, et donc c'est une très bonne nouvelle. Il y a une reproduction réussie, on va dire, côté français. Alors, prédation sur les troupeaux d'élevage, on sait que les lynx sont capables de s'attaquer à des troupeaux domestiques. Ça n'arrive pas très souvent et généralement il y a peu de dégâts, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il est important de continuer de poursuivre le dialogue avec les éleveurs et de trouver des solutions avec eux. Alors, en 5 ans, entre 2016 et 2021, il y a eu en tout 11 attaques. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais ça fait comme qu'il y a eu des attaques. Et les individus qui sont concernés, ce sont là exclusivement des mâles. Et pour la plupart, c'était des attaques isolées. Donc, ça leur est arrivé une fois de s'attaquer à des troupeaux domestiques. Mais il y a eu un individu ici que j'ai mis en gras, Alfie, qui lui, on va dire qu'il s'est spécialisé, mais c'était un récidiviste. Hein, voilà. Donc en tout, il y a une trentaine d'animaux, brebis, chèvres, dames, cerfs, qui ont été indemnisés. Donc ça ne veut pas dire que tous ont été tués par des lynx, parce que parfois, lorsqu'il y a eu des attaques, l'éleveur se rend compte qu'il y a eu l'un ou l'autre animal qui a disparu, et donc ils sont aussi indemnisés puisque ça rentre dans le contexte d'une attaque. Mais c'est pas sûr que tous les animaux ont été tués par des lynx. Donc ça, 30 animaux en 5 ans, c'est pas beaucoup. Comparé à ce que peut faire parfois le loup dans certaines régions, c'est pas beaucoup. Donc les indemnisations pour les animaux qui sont morts s'élèvent à 6 300 € pour les 5 ans. Et les financements qui ont été accordés pour la prévention, donc c'est essentiellement des postes de clôture électrifiées, c'est 10 000 € sur les 5 ans. Donc côté allemand, il y a un réseau de bénévoles qui a été mis en place pour aider les éleveurs à mettre en place justement les clôtures électrifiées, puisque souvent ça demande de la main-d'œuvre et ils sont pas contre d'avoir une petite aide.
Et côté français, on essaye aussi de mettre en place un réseau de bénévoles pour aider à la mise en place de clôtures électrifiées pour protéger les troupeaux. Donc ça peut aider les éleveurs à accepter le lynx, puisque souvent ils se trouvent dans une situation de refus catégorique, quoi, alors que finalement le lynx ne fait pas beaucoup de dégâts. Et donc il est important de leur dire déjà qu'on les entend, qu'on est de leur côté, qu'on entend leurs craintes, leurs soucis, et qu'on est prêt à les aider pour mettre en place les mesures de protection. Alors, l'après-life, donc comme je vous l'ai dit, le programme LIFE s'est terminé en 2021, mais le suivi, le travail continue. Côté allemand, il y a un centre de coordination qui a été créé pour le lynx et le loup, donc ça s'appelle le Clubo. C'est basé à Triebstadt, donc dans les mêmes locaux que l'équipe du programme Life Lynx. Et donc, ils sont chargés de la suivi, de la gestion et des conseils, des mesures de protection pour le loup et le lynx en Rhénanie-Palatinat. Donc, côté français, comme vous savez, il y a un plan régional d'action qui a été mis en place. C'est Sandrine Parny qui va nous en parler tout à l'heure. Et donc là aussi, le but, c'est de maintenir et de favoriser un état de conservation favorable du lynx sur le massif vosgien. Et donc, les perspectives pour la suite, donc maintenant les lynx ont été réintroduits, il est important de continuer, c'est le suivi démographique. Donc là, il y a un suivi par piégeage photo qui est fait aussi bien côté allemand que côté français. Donc l'idée, c'est de voir quelle est l'évolution de la population. Plus on a de photos, plus il y a de lynx, et moins on a de photos, moins il y a de lynx. Donc on veut voir si la population continue à se développer, et ou bien si elle régresse. Donc dans le Pfälzerwald des Vosges du Nord, il y aurait de la place pour une quarantaine de lynx. Actuellement, il y en a une vingtaine, donc on espère que la population continue à se développer. Ensuite, il y a tout un travail à faire sur les continuités écologiques, puisque pour qu'une population puisse être viable dans le temps, à long terme, il faut qu'il y ait connexion entre populations. Puisque lorsqu'il n'y a que quelques dizaines d'individus, au bout de quelques années, il y a de la consanguinité, et finalement la population s'appauvrit de nouveau et disparaît. Donc il faut absolument réfléchir sur les connexions entre populations. Et évidemment, poursuivre le travail de sensibilisation et de concertation avec les acteurs du territoire, notamment les chasseurs, les éleveurs, parce que c'est vraiment la clé de la réussite. Pour que le programme de réintroduction soit une réussite à long terme, il faut l'accord des acteurs du territoire. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine Parny, je travaille au parc régional des Vosges du Nord et je m'occupe donc de l'animation du plan régional d'action en faveur du lynx pour le massif des Vosges, l'ensemble du massif. Alors je vais vous faire vraiment un point très rapide sur les menaces et pour embrayer du coup sur les actions de conservation. Donc, certaines déjà indiquées par Christelle, et du coup je vais continuer sur le PRA. Alors voici donc des menaces imagées. Donc c'est vrai que Christelle l'a également indiqué, donc une des menaces c'est la fragmentation de l'habitat. C'est le fait d'avoir vraiment des populations isolées. Déjà il y a un problème de diversité génétique, on reviendra après, mais il y a aussi également un problème de collision avec les infrastructures routières. Donc ça c'est une des menaces. Donc la destruction illégale, effectivement, ça reste une menace. Donc avec il y a vraiment la présence des grands prédateurs amène des problèmes de coexistence, d'acceptation de la part de certains acteurs, et puis des problèmes de braconnage. La faible diversité génétique donc, est liée donc, à la fragmentation de l'habitat, la difficulté de connexion des populations et de brassage génétique. Et enfin donc, des maladies. Donc là, il y a encore des études qui sont en cours pour vraiment voir l'impact des maladies sur l'état des populations. Et voilà en gros, c'était juste pour faire un rapide point sur les menaces. Le programme LIFE, donc Christelle Schell vous en a déjà parlé, mais je vais juste faire juste un point rapide effectivement sur le Parlement. Donc Christelle vous l'a déjà dit, c'était vraiment un projet multipartenarial avec différents acteurs, je ne vais pas revenir dessus. Et donc le Parlement du Lynx, qui a été initié par le parc des Vosges du Nord et donc côté français, et après du côté palatinat, donc par les Allemands.
Donc l'objectif, c'est vraiment de renforcer un contact avec les acteurs locaux pour améliorer l'acceptation du lynx. Et de trouver des solutions ensemble. De discuter, d'avoir des échanges ensemble. Donc voici les participants, mais Christelle vous a déjà présenté certains, donc je ne vais pas revenir dessus, la liste est assez longue, mais c'était vraiment d'avoir le maximum d'acteurs pour parler du lynx. Et donc il y a vraiment eu un travail d'information, d'informer la population côté français. La Christelle a joué un rôle important. Il y a eu aussi informer sur le lynx de manière générale, avec la biologie, l'habitat, le comportement. Il y a aussi eu d'informer sur la population, donc, entre guillemets, donc, la présence du lynx dans les Vosges, avec le nombre d'animaux relâchés, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup de conférences grand public, beaucoup de réunions avec les acteurs. Donc, voilà, donc pour plus de 60 dans les Vosges du Nord. Ensuite, en parallèle, il y a également eu des rédactions d'articles, documents, tout ça donc transféré côté français, côté américain. Ensuite, après le live. Donc la clôture de live a eu lieu donc, en 2021. Maintenant, donc, il y a le plan national d'action du lynx qui s'est validé en avril 2022. Donc un plan national d'action, c'est quoi? C'est un document qui recense l'ensemble des actions qui sont à mener sur le territoire. Donc là, c'était vraiment au niveau national. Donc il y a différentes populations au niveau national. Donc, Alain l'a évoqué avant. Donc il y a le côté jurassien, Alpes et donc les Vosges. Donc là, c'est vraiment au niveau national. C'est le but, c'est vraiment d'avoir un cadre sur les actions à réaliser. Et ensuite, il y a le plan régional d'action en faveur du lynx pour le massif des Vosges. La particularité, c'est que le plan régional est antérieur au plan national d'action. Généralement, il y a un plan national et ensuite il y a les déclinaisons régionales. Là, c'est un peu une particularité du fait de l'état de population qui était très préoccupant pour les Vosges. Il y a eu différents acteurs qui se sont mobilisés pour informer sur cet état de population, et notamment le CRO, donc le Centre de recherche et d'observation des carnivores, qui a vraiment fait un travail important sur la genèse du PRA. Donc ce document a été réalisé donc, coordonné par le CRO en lien avec différents acteurs. Et maintenant, l'animation est réalisée par le Parc naturel régional des Vosges du Nord depuis 2021. Donc, je suis arrivée au parc septembre 2021 et j'ai commencé du coup l'animation, vraiment la mise en opérationnalité des actions qui ont été réalisées en amont dans le document. Et vraiment le but, c'est de rétablir le lynx dans l'état de conservation favorable dans le massif des Vosges le plus rapidement possible et surtout de manière durable. Et surtout de travailler dans un cadre, dans une démarche participative et concertée avec les acteurs. Ça, c'est vraiment l'objectif idéal pour la réalisation de ce plan. Il a une durée donc 2020-2029. Voilà. Ça, je vais passer rapidement, c'est pour montrer un peu l'organisation du PRA. Là, moi je me situe ici, donc il y a un comité de pilotage, il y a l'Adréal Grand Est qui impulse, il y a différents groupes de travail d'experts qui sont en parallèle, et il y a le comité technique et scientifique qui regroupe 5 groupes de travail. Il y a le groupe de travail chasse, élevage, habitat, suivi, représentation du lynx. Il y a différents acteurs qui sont présents pour parler des actions à mettre en œuvre sur le massif des Vosges. Voici les différents enjeux. Donc l'enjeu numéro 1, c'est vraiment de faciliter la coexistence avec les activités humaines, parce que c'est toujours pas accepté. Donc il y a vraiment encore des actions d'acceptation qui sont à réaliser avec ces acteurs. Ensuite, c'est restaurer la connectivité écologique entre les massifs pour avoir vraiment un habitat favorable sur le massif des Vosges. L'enjeu numéro 3, c'est de consolider le réseau d'acteurs. Il y a différents acteurs là, qui vous ont présenté des suivis. Le but, c'est vraiment de coordonner ça au niveau du massif des Vosges. Donc, cet enjeu est réalisé par l'Office français de la biodiversité, qui malheureusement n'a pas pu être présent. Et voilà, le but, c'est vraiment de coordonner ces acteurs pour avoir une information claire, pour avoir une transmission d'informations entre les acteurs et pour avoir une idée claire de la population au niveau des Vosges. Et l'enjeu numéro 4, c'est de diffuser les connaissances sur le lynx et de sensibiliser sur les enjeux liés à sa conservation. Alors, rapidement, donc, il y a 18 actions au sein du PRA, mais c'est un PRA qui est vraiment conséquent, qui est ambitieux.
Ces 18 actions, ensuite, elles sont... il y a différentes sous-actions à l'intérieur, donc en tout il y a 60 sous-actions, donc il y a vraiment un gros travail à faire. Et malheureusement, voilà, pour l'instant je suis seule pour animer tout ça, mais il y a vraiment plein d'acteurs qui sont présents, et le but c'est vraiment qu'il y ait plein d'acteurs qui prennent place de ces différentes actions pour mettre en œuvre les actions concrètement sur le territoire. Et donc je vous ai mis les différentes actions pilotées par les PNR. Donc c'est PNR des Vosges du Nord et du Ballon des Vosges. Donc, je vous ai montré maintenant des exemples d'actions. Donc, le but, c'est par exemple de continuer le Parlement du Lynx qui a été initié dans le cadre du Life Lynx. Le but, c'est vraiment de le poursuivre, c'est de favoriser cette coopération transfrontalière avec les Allemands. Et avec deux axes, donc toujours le monde de la chasse et les éleveurs. Un autre exemple d'action, c'est l'étude de protégeabilité des élevages ovins, des PNR. Donc là, il y a une étude qui a été réalisée par Actéon, c'est un bureau d'études. Le but, c'est de réaliser des diagnostics de vulnérabilité des élevages qui sont présents dans les Vosges du Nord et dans le parc des Ballons. C'est une dynamique qui est réalisée par les deux parcs. Et d'avoir du coup des exploitations pilotes. Donc dans les Vosges du Nord, il y a 2 exploitations pilotes pour étudier cette vulnérabilité par rapport aux grands prédateurs, et du coup de trouver des solutions qui sont vraiment spécifiques au territoire. Donc ça, c'est en cours. Ensuite, donc, il y a un autre exemple d'action, donc Christelle vous l'a présenté, c'est l'association Lux Project Pfalzerwald. Le but est de créer un réseau de bénévoles. C'est Christelle qui va créer et animer ce réseau de bénévoles. Donc le but, c'est d'aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux et favoriser l'acceptation des grands prédateurs. Donc si vous êtes intéressé, il y a vraiment un appel à bénévoles pour créer ce réseau, et donc aider les éleveurs, par exemple à mettre en place des clôtures, vraiment être présent avec eux pour mettre en place certaines actions. Donc c'est vraiment à créer, il y a vraiment des éléments, n'hésitez pas, donc si vous êtes intéressé, à contacter Christelle. Un autre exemple d'action, c'est de mettre en place la procédure pour la prise en charge des lacs blessés. Donc là, on est en train de mettre en place un groupe de travail pour vraiment avoir un protocole à l'échelle du massif. En cas de collision, par exemple, d'être vraiment réactif, d'avoir vraiment des personnes ciblées, chaque acteur a vraiment un rôle important et que l'information soit diffusée. Donc ça aussi, on travaille dessus. Un autre exemple d'action, ça c'est Œil de Lynx. C'est un projet qui est dans les Vosges du Nord depuis 20 ans quasiment, et de manière transfrontalière depuis 6 ans. Donc c'est avec des classes françaises et allemandes, et le but c'est de parler du lynx, donc en tant qu'espèce de leur territoire, de leur montrer des différentes informations sur sa biologie, sur son habitat, et ensuite les enfants réalisent différents projets, donc des dépliants, des jeux, sur l'animal. Un autre exemple d'action qui a été présenté tout au début, c'est la Journée internationale du lynx. Donc ça, c'est réalisé, c'est coordonné par la SFEPM au niveau national. Donc là, il y a différentes animations qui sont réalisées pour les scolaires, il y a des projections de films, des conférences. Là, je vous ai présenté juste ce qui va être réalisé dans le cadre des Vosges du Nord. Donc il y a 2 ciné-débats, le 9 juin à Bingen-sur-Mer et le 17 juin à Vich. Qui va être réalisé avec Claude Kurtz et moi-même. Donc ça va être avec le film de Laurent Gessin, le film documentaire. Il n'y aura pas d'enfants. Et ensuite, il y a une conférence qui est prévue le 11 juin à Beach. Là, c'est réalisé par Christelle Scheid en lien avec les personnes du Plouveau. Je serai également présente. Donc, voilà, à Beach, pour parler de la coexistence lynx-élevage. Donc là, c'est vraiment des actions grand public pour vraiment faire de la sensibilisation auprès des personnes présentes sur le territoire. Un autre exemple d'action, c'est la médiation, le monitoring que le parc propose de mettre en place sur les Vosges du Nord. C'est mettre en place un monitoring par appareil photo. Et
le but, c'est vraiment d'avoir un dispositif d'inventaire qui soit co-construit avec différents acteurs. Donc là, on a eu des réunions et on est en train de construire ce projet-là. Voilà, donc je suis passée un peu rapidement. C'était juste pour vous montrer les différentes actions qui sont en cours. Et le but, là, vraiment, c'était de passer dans quelque chose d'opérationnel. Donc le document, le plan existe. Il a été concerté en amont. Maintenant, c'est vraiment de passer sur l'opérationnalité des actions et toujours pour travailler sur l'acceptation de manière durable dans le massif des Vosges, parce que ce n'est toujours pas le cas pour certains acteurs, mais c'est vraiment de travailler là-dessus en amont. Et donc voilà, de rentrer dans une phase opérationnelle pour la mise en œuvre des actions. Voilà. Merci. Allez, Anthony, situation globale en France, merci. Je vais avoir le défi incroyable de réaliser ça en 2 temps. Alors, on a parlé de la situation actuelle, on a parlé effectivement des perspectives. Moi, je vous propose un flashback, puisque quand je suis arrivé dans l'Est en 2010, je connaissais un peu le Lynx, mais pas trop. J'ai eu la chance d'intégrer le réseau Loup-Lynx de l'OFB. J'ai eu la chance d'être formé par Alain et François Léger. Et je me suis plongé très rapidement dans cette histoire de 1983. Qu'est-ce qui s'est passé sur eh bien, la réintroduction du Lynx. Et je suis tombé très rapidement sur des petites histoires dans l'histoire, et c'est souvent ça qui est intéressant. Donc là, je voulais juste montrer, par exemple, qu'il y a une BD qui a été créée en 1983. Et cette BD, qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Patrick Vaucoulon, eh bien, elle a servi notamment à financer les premiers lynx qui sont arrivés dans le massif vosgien, puisqu'à l'époque, ce qui était assez compliqué, c'était d'obtenir les autorisations. Et quand les autorisations étaient délivrées, le VVF qui devait effectivement dégager des fonds pour acheter les animaux, on était en fin d'année, les budgets étaient plus opérationnels. Et c'est notamment Patrick qui a renoncé en fait à ses droits par rapport à la BD qui a permis l'achat des premiers lynx. Donc c'est des petites histoires qui sont importantes et qui sont en tout cas fondamentales. Et alors sur la réintroduction de 1983, le temps que la photo charge, au contrôle de la dentition, contrôle des animaux effectivement sur les véhicules. À l'époque, il y avait eu un sponsor aussi de Mercedes, donc il y avait un 4x4 Mercedes qui avait été fourni en fait pour. C'est pour ça qu'il apparaît pas mal aussi sur les photos de l'époque. Ça marchait bien pour le sponsoring. Donc là, on a Alex qui était assez connu pour ses grands favoris, Boric qui est ici. Donc 2 animaux. dont vous retrouvez les photos aussi. Près de l'enclos des lynx, on a voulu faire un petit clin d'œil en fait, juste avant l'enclos, où il y a une petite cage qui représente la cage d'acclimatation de 1983, avec une reproduction de la caisse du zoo d'Ostrava, et puis ces photos qui sont affichées là-bas pour effectivement ne pas oublier tous ces beaux moments. Les animaux donc, vont être relâchés, vont être suivis. Boric, malheureusement, vivra pas très longtemps, hein, puisqu'il sera braconné peu de temps après. Combien de temps? Avril. L'année suivante, donc voilà, ça a été malheureusement assez rapide. Et donc, en gros, sur 10 ans, il y a eu 8 opérations de lâcher sur le massif vosgien, 21 lynx, comme ça a déjà été dit. Et en 83, il y a eu fin 83, début 84, on a eu l'aventure des 2 lynx anglais avec Eddie et Diana, qui sont arrivés par effectivement l'armée anglaise qui a ramené les animaux. Alors, on ne vous dira pas, donc, si on peut dire 2-3 petites choses comme ça, mais pour la petite anecdote, le transport n'a pas été payé, il a été payé en échange de bouteilles de vin d'Alsace, effectivement, avec les militaires anglais qui sont rentrés faire la fête après, effectivement, Oui, c'était du troc, voilà, l'Angleterre avait offert ces 2 lynx. Malheureusement, Eddie et Diana n'ont pas fait longtemps, effectivement, puisque Eddie a été recapturé puisque son comportement n'était pas adapté au milieu naturel et donc il a été recapturé, a fini sa vie au zoo l'ancien zoo de Nancy. Et Diana a malheureusement en fait été prise dans une battue et s'est battue avec des chiens et est morte en fait des suites de cette malheureuse rencontre. Et Eddie a été recapturé assez facilement, presque trop facilement d'ailleurs, parce que quand Jean Lavergne était présent pour la recapture, il traînait juste devant eux et voilà, c'était désespérant. Eddie, je crois, a coursé quelques promeneurs pour récupérer un peu de sandwich. Enfin, voilà, donc c'est un animal qui n'est pas tout à fait prêt, en tout cas, pour le retour en milieu naturel. Et alors, sur ces 21 lynx lâchés, effectivement, il n'y en a que 10 qui ont survécu, 6 mâles, 4 femelles.
Sur les 4 femelles, il n'y en a que 2 qui ont vraiment participé à la création de la population vosgienne. Et rapidement, en 2010, je me rappelle quand on fait la formation du réseau Lynx, 2011, on discute beaucoup avec Alain. À l'époque, je récupère la vice-présidence Lynx de l'association Ferrus. Et on se rend compte que voilà, il faut dire que le Lynx, ça va pas bien. Donc on arrive à mobiliser à l'époque quelque chose qui est assez incroyable. Enfin, je me rappelle vraiment parce que c'était un travail de fond. On mobilise aussi bien les associations alsaciennes et lorraines, ce qui n'était pas gagné à l'époque. Je peux vous assurer que pour quelqu'un qui venait de l'ouest de la France, comprendre cette difficulté, c'était pas facile. Oui, aussi la langue, ouais, j'ai toujours quelques difficultés parfois. Mais on avait 14 co-signataires, ce qui nous a amené effectivement après aller au ministère de l'Environnement pour pouvoir échanger sur cette problématique du lynx. Donc il y a eu une grosse mobilisation suite effectivement aux observations du terrain. Et malheureusement, je dirais que c'est un peu resté lettre morte puisque beaucoup de choses étaient paralysées, on va dire, par la problématique du loup. Ce qui fait que 2014 a été une année un peu difficile puisqu'il ne restait plus que Van Gogh qui était connu sur le massif, victime d'une collision routière. Il y a eu une année un petit peu de creux où on s'est dit purée, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, l'espoir en 2015 réapparaît avec l'observation dans le sud du massif. Et donc il y a l'étude en même temps de Christelle qui nous dit que ouais, les gens sont plutôt en faveur, mais il n'y a plus de lynx, il est en train de disparaître finalement. Enfin, si l'animal disparaît physiquement, il disparaît aussi des consciences. Et ça, c'était le plus gros danger aussi qui menaçait l'espèce. Et effectivement, bon, bah, on a parlé des différents éléments d'espoir. Donc moi, je suis content parce qu'il y a 10 ans, quand on a fait le premier colloque, je me rappelle qu'à la sortie de ce colloque, 2012, on n'était quand même pas serein. Alors on ne l'est pas aujourd'hui. On va continuer à en discuter après sur la table ronde. Mais il y a eu du mieux. Et il y a un peu d'espoir qui est arrivé. Et donc comment on arrive à concrétiser tout ça? Comment on arrive à sortir des difficultés? Parce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on échange sur ces questions-là, eh bien on prenne un petit moment de pause, qu'on puisse sortir, se rafraîchir, prendre un peu le soleil pour ceux qui ont besoin de soleil. Et voilà, on profite de tout ça.